je suis Tugdual Graal. Je travaille chez Mapper, qui est une des distributions Hadoop. Et justement, le but de ma présentation aujourd'hui, c'est de parler un petit peu du voyage au sein de Big Data. Alors pas au sens, je ne vais pas vous faire une liste de tous les fichiers de configuration ou des process qui peuvent être mis en place, mais plutôt basé sur comment on approche un projet, quelles sont les grosses phases, évidemment en s'appuyant sur la technologie. Parce que j'ai rejoint Mapper au mois de je me souviens pas, au mois de mai, et je viens du monde vraiment plutôt application base opérationnelle, puisque j'ai travaillé chez MongoDB, chez Couchbase, chez Oracle. Et il y avait un gros mystère quand je voyais les projets Big Data Hadoop, et je me disais mais comment on gère ça? Surtout quand on regarde un petit peu Hadoop, on va tomber sur ce genre de choses. Et encore, j'en ai probablement mis que la moitié des logos que vous pouviez trouver. Et là, autour de ça, vous allez probablement reconnaître certains logos. Je vais vous dire qui est-ce qui utilise ou a utilisé HBase et Spark. Et qui n'a jamais entendu parler d'aucun de ces noms? Aucun? Non. Donc, voilà le genre de choses sur lequel, quand on travaille sur le Big Data, on va avoir à toucher. Tug, excuse-moi, mais tu parles Big Data, mais il manque pas des outils. En fait, j'ai l'impression qu'il va manquer des choses. Aujourd'hui, quand on parle de projet Big Data, on parle aussi des projets tels Elasticsearch et tout ça. Je suis désolé d'hacker ta conférence. C'est pas assez gros pour moi. C'est pas assez gros, si on fait très bien du volume. Moi, je te propose de refaire cette conférence parce qu'elle n'est pas vraiment terrible. Et en fait, on va le refaire, mais cette fois en parlant de choses un peu sérieuses. On va parler Big Data en général et pas que Hadoop. Il y a un autre monde au-delà d'Hadoop. Et notamment, il y a aussi les projets élastiques avec Elasticsearch et Logstash. Donc si tu permets, on va pouvoir faire ce talk tous les deux. Avec plaisir. Ok. Je te laisse reprendre la parole. Et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on a besoin d'autant alors pour l'instant de logos, mais pourquoi on a besoin d'autant de technologies, de produits, etc. Ça vient parce que on va parler de Big Data, justement, au sens où il y a énormément de données qu'on va avoir à capturer, à traiter. Pour faire quoi? De l'analyse notamment, fabriquer des applications aussi. Voilà. Le point qui est très important en fait de comprendre, c'est que le rôle de tous ces frameworks qui sont arrivés, ces outils, c'est qu'en fait, on va essayer de construire des nouveaux types d'applications. Des applications qu'on n'était pas capable de faire auparavant. L'idée, si c'est pour faire exactement la même chose qu'avant, et que vous avez des technologies qui marchent, restez dessus. C'est toujours agréable d'apprendre, mais ne prenez pas trop de risques. Et notamment dans les applications qui sont très classiques sur la gestion du Big Data, on va prendre que quelques exemples. Analyse de comportement utilisateur, recommandations sur des sites marchands. Et quand on va parler de ça, on va capturer énormément d'informations sur les utilisateurs, les regarder pour savoir quand j'ai quelqu'un qui vient sur mon site web, qu'est-ce qu'il fait, quand ils achètent un produit, comment je peux lui pousser sous forme de recommandations des nouveaux produits qu'il pourrait acheter. En plus, c'est de l'information vivante parce qu'elle arrive continuellement, sans arrêt. Donc, c'est un flot d'informations en fait, qui arrive jusqu'à nos systèmes d'information maintenant. Et est-ce que toi, tu le ferais sur les technos existantes que vous avez aujourd'hui en prod? Tu veux dire base de données relationnelle, par exemple, ce genre de choses? Ouais, non, ça va être un petit peu compliqué parce que tu l'as dit tout à l'heure, le volume est tellement fort que nos anciens systèmes legacy, je dirais, n'arrivent plus à gérer ces volumes-là. Et puis le flow continu fait que si vous insérez de la donnée en permanence dans une base de données typiquement relationnelle, arriver à l'exploiter en même temps, ça va devenir un petit peu compliqué. Et je vais prendre juste un exemple pour dire pourquoi la technologie qu'on a aujourd'hui que vous avez aujourd'hui en prod n'est pas nécessairement la meilleure. C'est que je travaille actuellement sur un projet chez un opérateur télécom où ce sont des logs techniques mais qui sont utilisés pour pouvoir améliorer le réseau et donner de l'analyse sur le comportement utilisateur. On est à 3 téraoctets de données tous les jours. Et l'idée, ce n'est pas de les garder pendant 5 jours. L'idée, c'est de les garder plusieurs mois, voire plusieurs années, pour justement enrichir. Et aujourd'hui, on peut le faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement garder ces données-là sur 10 ans. Mais sur quelques mois, déjà, c'est intéressant. Donc imaginez si vous avez injecté tous les jours 3 téraoctets de données. Est-ce qu'avec la techno que vous avez actuellement en production, vous pouvez le faire ou pas? Donc c'est pour ce genre de choses qu'ont été réalisées les plateformes de gestion de données
Big et les plateformes et une façon de gérer les projets. Et on a mis entre parenthèses le Big parce qu'en fait, c'est plus dans la façon dont on va travailler la donnée que le volume proprement dit. Évidemment, quand on est à 3 teraoctets par jour, on sait qu'on a besoin de réfléchir sur l'architecture, la plateforme et la façon de gérer les données. Mais dès le début, dès votre application, dès qu'elle commence à tourner, ça peut être intéressant de regarder comment on va la traiter. Et là, ce sont vraiment les 4 axes qu'il faut garder en tête lorsqu'on va traiter le big data de la donnée. C'est qu'il y a une partie qui est importante, c'est comment je vais la capturer, comment je vais ingérer cette donnée dans mon système. Il y a plein d'options, on va voir. Une fois qu'on est capable de l'ingérer, comment je la stocke ou l'organise. Pensez une fois de plus aux 3 Tera, ou pensez à vos clics sur votre site web, vos sites mobiles, vos applications mobiles. Quand je capture, qu'est-ce que je fais ? Quels sont les autres points qu'on doit regarder ? Comment on va processer cette donnée et l'analyser et en tirer des enseignements, notamment. Et puis, comment on va pouvoir ensuite consommer cette information qu'on vient de processer et de mettre à jour pour justement faire des recommandations directement aux utilisateurs au final. On parle de gestion de données, du coup ? Donc, vas-y, je te laisse. Là, je vais regarder avec le côté Hadoop, justement, quelque chose qui est propre à Hadoop. Parce que dans vos applications aujourd'hui, vous avez votre application qui est écrite de façon transactionnelle dans l'appli. Quelque chose qui est très très courant, c'est comme ça que ça a commencé dans Hadoop, c'est qu'on a un système de fichiers distribués qui permet justement de pouvoir stocker n'importe quel volume sur un nombre de serveurs qui est très gros. On va distribuer ça sur plein de serveurs et au fur et à mesure où on va avoir de plus en plus d'informations, on va continuer de distribuer ça. Et c'est l'inverse de ce que va être un EMC ou un NetApp, c'est-à-dire qu'on ne va pas acheter du matériel ultra cher qui est capable d'optimiser le stockage à outrance, on va acheter du matériel qui n'est pas cher, avec des disques qu'on va pouvoir rajouter et des machines les unes aux côtés des autres pour distribuer et continuer d'ingérer de la donnée. Et la façon classique de travailler dans le monde Hadoop, vous avez probablement entendu parler de HDFS, donc qui est le Hadoop Distributed File System, c'est de faire une opération de put qui va prendre un fichier, idéalement un gros fichier. Là, j'ai pris l'exemple d'un fichier zip qui contient tous les logs de mes applications et de mes sites web, et je fais un put, j'écris ce fichier-là à l'intérieur de HDFS qui va être distribué. Donc l'idée, c'est un petit peu comme vous pourriez le faire sur un S3 ou un Google Storage, vous poussez un gros fichier qui va être distribué. Et ça, vous le faites tous les jours en batch, etc. D'autres façons de travailler ou d'autres sources de données qui sont assez classiques. Et d'ailleurs, si je reviens, c'est que si on veut pouvoir faire traiter de l'information et recouper des informations clients avec des comportements utilisateurs sur un site web, il faut avoir ces informations de l'utilisateur. Je doute que vous stockiez dans les logs applicatifs vos profils utilisateurs. Si vous faites ça, il faut arrêter tout de suite. Généralement, ils sont dans votre base de données. Là, j'ai pris l'exemple d'une base de données relationnelle. Une façon de récupérer l'information, on peut faire un dump sous forme de log et l'importer comme je l'ai fait précédemment. Ou alors, il y a des outils, typiquement Scoop, qui va vous permettre en fait, de vous connecter à la base de données, de faire des requêtes dans ces bases de données et de sauver l'information dans votre cluster Hadoop. Généralement, ça va être sous forme de fichier ou dans une table Hive ou HBase, qui sont l'interface qui va permettre de faire des requêtes plus facilement. Le point qui est important là, c'est que Scoop va gérer le côté multiserveur, parallélisme des requêtes, parallélisme des écritures, pour optimiser cette partie-là. Parce que là, on va pouvoir ingérer énormément d'informations. Donc, les deux outils, le HDFS classique, où on va pousser de l'information à l'intérieur du système de fichiers, où on va récupérer des informations dans une base de données, le plus souvent relationnelle, sous forme avec cette commande, est très, très fréquent. Une autre façon aussi de faire de l'importation de données qui vient d'une base de données relationnelle, ça pourrait être en utilisant un outil comme Logstash. Donc Logstash, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ETL. Donc ça permet de faire de l'extraction de quelque part, de transformer la donnée, éventuellement un petit peu de l'enrichir, et puis de la pousser vers une destination. Donc là, typiquement, on a un nouveau plugin qui est arrivé chez Logstash, qui s'appelle le JDBC Input Plugin, qui permet de se connecter à une base de données relationnelle et faire du polling toutes les X minutes, d'aller capturer cette information, la transformer éventuellement en document JSON pour la pousser dans Elasticsearch pour l'indexer,
ou pour la stocker sur du S3 ou du HDFS si vous voulez, ou alors l'envoyer vers un système de messagerie type Redis ou Kafka pour ensuite la reprocesser à nouveau, faire du traitement derrière. Donc ça, c'est fait en mode polling en fait, avec Logstash qui permet de réaliser ça. Alors quel est le problème avec ça? Est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce qui pourrait être amélioré et qu'est-ce qui pourrait poser problème ici, dans une application moderne ou une gestion moderne des données? Du JPA. On peut rajouter 3 actions sur 3 Tera, on verra comment ça va. Fortement distribué. En fait, le point qu'on voit est par rapport au type d'application qu'on est. C'était presque ça, Antonio. Le point qu'on voit, c'est en fait là, on vous a parlé de façon orientée batch. En fait, on prend un gros volume d'informations, on le déplace de A vers B. Or, je pense que de plus en plus d'applications et vos utilisateurs, ce qu'ils veulent, c'est de l'information en temps réel, être capable de récupérer quelque chose le plus temps réel. On va se mettre d'accord. Ce qu'on appelle le temps réel, c'est pas la microseconde ou la nanoseconde, c'est l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que moi, je suis gestionnaire de clients dans une assurance. Ce que j'aimerais, c'est quand mon utilisateur a fait quelques opérations sur mon site web, ne pas être obligé d'attendre demain pour savoir qu'il est venu. Idéalement, si je peux le faire dans la minute d'après, dans les 15 minutes, dans l'heure, c'est pas mal. Ce temps réel va dépendre du métier et non pas de la technologie, on est d'accord? 15 minutes à l'échelle des dinosaures, c'est bon, hein, c'est complètement temps réel. Ça. À l'échelle de JPA, c'est à peu près ça, je crois. Donc en fait, le mot qu'on va utiliser fréquemment, c'est qu'on va vouloir streamer, on va faire des streams sur les données. Et pour ça, on va pouvoir disposer de différents outils, notamment Flume et Kafka dont tu vas nous parler, et puis de Logstash également, qui vont nous aider à processer cette donnée. Alors là, on a pris quelques-unes des solutions qui existent sur le marché. Il y en a plein d'autres. On a fait des choix par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, d'utiliser et ce qu'on pense être important sur le marché aujourd'hui. Il y a un point qui est important quand on commence à faire bouger les données de A vers B, et notamment en temps réel. On a tendance à voir aujourd'hui, j'ai pas mal vu ça, où on a besoin de connecter deux applications, de pousser des logs vers quelque chose. Je veux pousser des logs vers Elasticsearch pour pouvoir faire de la recherche sur plein de critères. Je veux pouvoir également, j'imagine que je vais dans le futur faire de l'analyse de logs pour faire de la recommandation, comme on en a parlé, ou de l'analyse de comportement utilisateur. Donc on a pas mal d'applications ou d'architectures qui vont directement écrire de la source vers la cible. Ce n'est pas l'idéal. Ça fait un peu mélange des fils. Dès qu'on veut rajouter quelque chose, faut choisir, faut tisser sa toile. Ce qu'on voit de plus en plus, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est orienté avec un broker, une gestion de messages, une gestion d'événements. C'est-à-dire que vous allez avoir des sources qui vont produire des choses, être envoyées sur un bus, quelle que soit la techno qu'on va utiliser, et des consommateurs vont s'abonner à ce bus pour récupérer des événements. Et c'est un gros avantage, c'est que ça fait des slides plus propres aussi. Ouais. C'est beaucoup moins emmêlé, c'est vraiment très joli, je trouve, comme ça. Ouais, c'est bien. Et cette partie-là, en fait, c'est vraiment si vous construisez aujourd'hui les architectures où vous allez devoir déplacer capturer des événements, déplacer des données de A vers B, etc., essayez de partir là-dessus. Il y a tout ce qu'il faut sur le marché pour le faire et ça va vous donner énormément de liberté. On va prendre quelques exemples par la suite. On parlait d'analyse de log pour le comportement utilisateur. Le classique, et on va dire un peu historique dans le monde Hadoop, en tout cas historique par rapport à mon expérience d'Hadoop. Il y avait peut-être d'autres façons de faire avant, mais là, on va utiliser par exemple Flume, qui est un des frameworks pour streamer de la donnée, lire de la donnée, qui va, à chaque fois qu'il y a des modifications dans les logs, faire l'équivalent d'un tail F sur les fichiers de log, récupérer de l'information pour la pousser vers un autre endroit, pour ensuite la stocker. Et on va pouvoir mettre plusieurs étapes. Là, j'en ai mis que 2 ou 3 avec le stockage. L'idée étant, par exemple, ici, j'ai plein de serveurs web, j'ai plein d'applications qui sont en production, des applications qui sont déployées sur le cloud, en interne, sur des applications métiers, des applications mobiles. Ce qui m'intéresse, c'est de capturer toutes ces informations, les agréger dans un seul endroit. Ben là, vous voyez, je suis capable d'agréger au fur et à mesure. Et là, ça va donner, avec Flume par exemple, tout ce qu'il faut en termes de montée en charge, capacité à déployer. Flume est principalement, donc ça vient de l'écosystème Hadoop, est principalement basé sur de la configuration.
Vous allez configurer les différentes sources, ce qu'on va appeler les sinks, donc l'endroit où la destination, pour ensuite, généralement, mais ça peut être étendu, dans le monde Hadoop, soit stocker ça sous forme de fichiers, ou dans les bases de données HBase, ou les fichiers avec des métadonnées comme Hive. Je dirais que la façon la plus moderne aujourd'hui, évidemment, aujourd'hui, peut-être que dans un an, j'aurai un autre logo sur cette partie-là, mais toute cette architecture orientée stream et événements, il y a une super présentation qui vient des gens qui ont créé Kafka. Donc là, c'est Kafka, ce logo, qui sont les gens de LinkedIn, mais qui ont maintenant créé leur société, où justement, ils avaient ce besoin de copier les informations de plein de sources vers plein de destinations, et de rendre ça, d'une part, scalable en termes de volume d'informations qu'on peut imaginer sur un site comme LinkedIn, fortement distribué pour pouvoir justement utiliser la capacité de plein de data centers, de plein de machines, et garantir qu'on puisse ajouter facilement des sources ou des destinations. Et là, vous allez avoir au milieu les producteurs de données. Vous lisez, vous récupérez certains événements dynamiquement de vos logs, je représentais un objet connecté, entre guillemets, pour récupérer de l'information. Ça va être envoyé sur le cluster Kafka. Le cluster Kafka va garder tous les messages. C'est vraiment un système de messages qui va être hautement disponible et va ensuite, les consommateurs vont aller chercher l'information sur le cluster. La différence entre Flume, notamment une des grosses différences sur la qualité, la facilité à mettre en place, c'est que Flume, c'est la source qui va pousser vers la destination. C'est-à-dire que si la destination n'est pas disponible, ça peut ralentir le système. Là, c'est la destination qui s'abonne et qui va chercher l'information. En termes d'architecture, ça va être du pull. Je vais tirer l'information au lieu d'être du push, ce qui permet d'avoir quelque chose qui est plus facilement gérable quand on monte en charge. Avec la capacité, s'il y a un nœud tombe et que ça redémarre, va rejouer les messages que j'ai envie de rejouer. Et de la même façon, là, ce qu'on voit, et c'est là où tout à l'heure je parlais quand je présentais l'architecture avec un broker au milieu. Là, dans un premier temps, si on prend que celui du milieu, je vais écrire de la même façon. Je prends de la donnée, je l'écris à un endroit. Mais on peut imaginer, si on prend l'exemple d'un objet connecté, d'écrire un petit peu de code et de dire quand je vois un message qui a ce format-là ou qui contient une alerte ou il y a un changement, je veux directement alerter en temps réel quelque chose. Je vais envoyer une alerte sur un site web, un SMS, je veux faire quelque chose. C'est ce que j'ai mis en haut. Donc automatiquement, le consommateur va recevoir le message et avoir du travail à faire et à réagir. Ou alors, on peut imaginer de rajouter un petit peu de business logic. On va avoir ça par la suite quand on fait le data processing. Ou je peux utiliser un autre framework, par exemple Spark, où je vais analyser de la donnée, traiter un petit peu d'informations, et pareil, passer la main à quelque chose d'autre. Et si j'ai besoin d'ajouter de plus en plus de choses, c'est très simple. Et là, vous voyez, en termes d'architecture, quand vous avez besoin de faire évoluer votre système d'information, soit des nouvelles sources. Vous avez acheté un logiciel, vous voulez vous abonner à des logs pour rajouter ça, vous voulez aller à l'inverse, pousser des informations vers une autre application, c'est très très simple à faire. Vous vous abonnez au topic que vous avez, donc c'est vraiment, dans ce cas-là, du message queuing. Donc, tout en gardant Kafka, en fait, on peut utiliser aussi un autre système pour faire cette production de données et puis cette consommation derrière. On peut encore utiliser Logstash. Donc tout à l'heure, j'en ai parlé, Logstash faisait du polling toutes les X minutes, mais en fait, Logstash, et plus que ça, c'est un ETL qui permet de faire du streaming. Donc en gros, vous vous abonnez à une source. Ici, j'ai mis en exemple TCP/IP, ça peut être Twitter, comme on a vu dans l'exemple tout à l'heure, ou des fichiers de log. Et dès que des nouveautés vont arriver sur TCP/IP, sur Twitter ou sur votre fichier de log, imaginez, ça fait un tail-f, et puis sans arrêt, ça regarde ce qui se passe. Ça va être envoyé, par exemple, à Kafka, notre broker. Ça va être envoyé directement sans traitement. Mais potentiellement, on va vouloir peut-être enrichir un petit peu la donnée ou l'envoyer vers d'autres destinations. Et donc là, nos consommateurs de Kafka, ça peut être encore Logstash ou ça peut être Kafka, comme on a vu tout à l'heure. Et là, nos deux consommateurs Logstash qui sont à droite vont pousser à la fois dans Elasticsearch pour faire l'indexation, par exemple, et puis du stockage permanent dans HDFS uniquement au niveau du file system. Alors, enrichissement, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais par exemple sur les fichiers de log, ça peut être intéressant quand vous avez une adresse IP dans cette partie de droite qui est assez coûteuse en temps de traitement.
d'enrichir l'adresse IP par des coordonnées géographiques latitude-longitude de vos utilisateurs. Donc vous rajoutez un filtre dans Logstash et ça va enrichir la donnée avant de la stocker dans Hadoop et avant de l'indexer dans Elasticsearch. Et ce qu'il faut garder en tête sur cette phase-là, c'est bien d'essayer de rapprocher le moment où vous récupérez les événements, le plus proche du temps réel, quand est-ce qu'il a lieu, et de garder de la flexibilité sur la façon dont vous allez le consommer. Parce que le besoin que vous avez aujourd'hui ne sera probablement pas le même que vous avez besoin, que vous allez avoir demain. Ça, c'est une architecture qu'on voit très souvent en prod avec Elasticsearch notamment. Il y a très souvent un broker entre les deux et c'est plutôt rare d'avoir du Logstash qui pousse directement vers Elasticsearch, mais bon, ça dépend des gens en fait et des projets. Et dans le monde, pour ceux qui ont regardé un petit peu Hadoop ou qui suivent un petit peu les nouvelles, on parle beaucoup, de plus en plus, de temps réel au-dessus d'Hadoop. On veut faire du real-time, de l'analyse, du processing en temps réel. La première phase, c'est bien de pouvoir consommer ces données, récupérer ces données en temps réel, d'où le streaming. On a vu qu'à la fin, là on le voit ici, on stocke de la donnée dans Elasticsearch, on stocke de la donnée dans HDFS. Il y a une grosse partie des projets, malgré tout, ça va être de choisir comment je stocke l'information. Quand on est sur une application de gestion traditionnelle, on met ça dans une base relationnelle. Quand on veut faire du log, on met ça dans des fichiers. Et donc il y a toute une partie des projets où il faut réfléchir un petit peu à la façon dont on va organiser la donnée, la formater, la structurer sur disque, la structurer sur des bases de données, etc. Donc il y a plusieurs formats de stockage que vous allez pouvoir voir. Une des parties importantes, quand on va parler de gros volumes, c'est de pouvoir stocker ça sur un système de fichiers distribués. Donc la particularité dans le cas d'Hadoop, vous avez HDFS qui vous permet d'envoyer des gros fichiers qui vont être automatiquement divisés et distribués sur plein de serveurs. Dans le cas de Mapper, il y a un système de fichiers distribués qui s'appuie sur la même architecture, entre guillemets, en accès du HDFS, mais qui permet également, en utilisant un montage NFS ou d'un client POSIX classique, de pouvoir écrire ce système de fichiers comme si c'était en local, sauf que c'est un système fortement distribué. Et quand on va stocker sur disque, sur un système de fichiers distant, il y a aussi le format de fichier à utiliser. En fonction de la façon dont vous allez accéder à cette information, est-ce que je dois le mettre en fichier CSV, en fichier JSON, en fichier XML? Est-ce que je dois utiliser des formats qui ont été optimisés pour certains types de manipulations? Vous avez peut-être entendu parler de Parquet ou d'Avro en organisation de stockage, qui vont avoir une façon de structurer l'information sur disque avec ou sans compression pour pouvoir optimiser certaines lectures ou certaines opérations. Donc quand vous arrivez sur des très gros volumes, c'est important. Moi, ce que je fais beaucoup, par exemple, c'est quand je sais que je vais avoir une donnée qui ne va pas évoluer dans le temps, je la stocke. Elle vient en fichier CSV ou en fichier JSON ou quelque chose que je vais devoir parser, entre guillemets, si j'accède. Si je sais que cette information-là, je vais souvent la requêter et que ça doit être optimisé, je vais la transformer en Parquet, qui va être très Apache Parquet, qui est un format orienté colonne, qui va permettre d'aller très vite sur les requêtes et sur l'agrégation que je dois faire dessus. Donc on va dupliquer l'information. Il ne faut pas hésiter à dupliquer l'information en fonction du traitement qu'on va avoir à faire. De la même façon, pas de la même façon, mais quand je travaille avec des fichiers, c'est pas toujours facile d'aller mettre à jour une seule ligne. Vous avez un fichier qui fait 200 mégas, un fichier CSV qui contient 200 mégas, vous devez aller changer une des lignes. Alors déjà, dans HDFS, vous ne pouvez pas le faire. Donc ça simplifie le problème. Si vous avez un système comme ApperFS, vous pouvez le faire, mais ça veut dire ouvrir le fichier, parser le fichier, aller à un endroit spécial, changer l'attribut, le re-sauver. Et en fonction de toutes ces opérations, c'est pas généralement, je vais être capable d'aller changer un seul bloc, un seul caractère dans le fichier, il faut qu'il soit monté en mémoire, etc. C'est pour ça qu'il y a également dans l'écosystème Hadoop des bases de données, et notamment des bases de données qui sont orientées NoSQL, donc typiquement HBase, qui va vous permettre en fait de travailler sur des enregistrements, d'aller rapidement sur un enregistrement, faire des requêtes sur ces données, modifier un seul attribut ou rajouter des attributs, avoir différentes façons d'accéder à l'information. Donc si je dois faire par exemple, je ne dois pas modifier l'information, je vais souvent lire toute cette information, les fichiers ça va être très bien. Si je dois avoir un accès par index primaire sur une base de données, je vais plutôt utiliser HBase ou MapperDB en fonction de mes besoins. Et si on a besoin de faire des recherches plus compliquées,
Oui, à ce moment-là, on va plutôt utiliser un format de fichier qui va être des index. Alors les index, pour que vous vous représentiez ce que c'est, en fait, c'est ce qu'on trouve typiquement à la fin d'un livre, où on va avoir des termes et des identifiants d'objets dans lesquels on a trouvé les termes. Donc c'est comme ça que fonctionne un moteur de recherche classiquement. On vous lui donnez du texte en entrée ou des valeurs numériques qu'importe en entrée. Et il va stocker dans cet index ces informations. Il y a une chose importante, c'est que dans le stockage, dans l'index, il fait du tri pour stocker. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous cherchez, vous allez plus regarder dans les données sources, mais vous allez regarder dans l'index qui vient d'être généré. Et c'est exactement ce que vous faites dans la vraie vie. Quand vous voulez regarder dans un livre et vous cherchez un mot, en fait, vous allez dans l'index. Vous ne parcourez pas toutes les pages de l'index une à une, vous savez très rapidement aller à la lettre P, par exemple, okay, puisque vous savez naviguer dans un index rapidement. Ben, c'est pareil pour les moteurs de recherche. En fait, les structures de données qui ont permis de générer les index sont faites pour être très, très efficaces pour être parcourues, en fait. Et une fois que vous avez trouvé le mot que vous cherchiez, ben, vous allez ouvrir l'objet qui correspond. Ou en tout cas, vous allez avoir son identifiant ici. Donc c'est ce que font les moteurs de recherche, et notamment Elasticsearch. Ils fabriquent des index qui ressemblent à ça. Ça rajoute plein de valeurs autour de tout ça, mais schématiquement, en fait, un index, ça ressemble à ça. On ne va pas passer beaucoup plus de temps sur le stockage, mais c'est important de comprendre que dans une application, vous allez mélanger ces différentes façons d'organiser l'information. Et une fois de plus, quand je dis une fois de plus, c'est par rapport aux présentations que j'avais faites précédemment sur Elastic et Couchbase ou Mongo, c'est que ça va dépendre du cas d'utilisation, de la façon dont vous voulez manipuler cette information. On ne cherche pas à faire la troisième forme normale du big data, quoi. C'est la troisième forme normale du big data, c'est qu'est-ce que je fais de la donnée? Est-ce que c'est efficace? Si ce n'est pas efficace avec mon stockage actuel, je peux le modifier. C'est-à-dire je peux recopier l'information dans un format qui va être optimisé. Typiquement, l'index, c'est ce qu'on fait. Quand on crée un index dans une base de données, que ce soit relationnel, un moteur de recherche, on duplique l'information pour optimiser son accès. C'est fait de façon transparente pour vous, mais c'est ça. On a dupliqué l'information. Et justement, quand on parle de l'usage de la donnée, la grosse différence... ce que je vois comme grosse différence par rapport à ce qu'on fait dans une application transactionnelle ou le côté le côté BI classique, donc le reporting, c'est que on stocke toutes ces informations, c'est bien, mais le but c'est d'en faire quelque chose. Il y a beaucoup de projets big data où on stocke de l'information, c'est tout. C'est déjà pas mal, ça permet d'avoir du boulot pour plein de data scientists, d'analystes et compagnie. Mais on va essayer d'en faire quelque chose de plus. Au moins, elle n'est pas perdue. Elle n'est pas perdue. Et ce qu'on appelle le processing de données, ça va vraiment être l'enrichissement, transformer ou l'enrichissement. Je prenais à l'instant l'exemple où je vais stocker de l'information qui vient en CSV ou en JSON et je veux, pour des raisons d'optimisation des requêtes, transformer cette donnée pour que ça soit fichier, ça soit organisé en parquet, un autre système de stockage plus efficace, ou envoyer de l'information dans Elastic parce que je veux indexer en full text. Donc là, je transforme de l'information pour optimiser certaines choses. Et la partie qui est la plus importante quand on ne parle pas du côté BI, justement simple reporting, c'est l'enrichissement de la donnée. Et l'enrichissement de la donnée, c'est d'utiliser votre plateforme pour rajouter de la valeur. Et rajouter de la valeur, l'exemple typique, ça va être la recommandation. C'est que vous êtes capable, avec le processing de l'information, de dire, lorsque je vais trouver un profil utilisateur, je vais regarder quels sont les utilisateurs qui ont à peu près le même comportement, le même profil, et je vais associer à ce profil-là certains produits ou certaines choses qu'il faut que j'associe pour regarder, pour vendre, pour faire de la prédiction de son comportement. Et c'est là où on appelle ça l'enrichissement de la donnée. Et pour ça, il faut manipuler cette information. Et Hadoop a été créé donc par Yahoo et en s'appuyant sur le premier, entre guillemets, qui a fait son succès, le premier modèle de processing de données, qui a été vraiment évangélisé et vulgarisé par Google, puisqu'initialement, si je ne me trompe pas, c'est la façon dont Google capturait toutes les pages web et créait son index, il y a très longtemps. Et le principe, c'est d'utiliser MapReduce. Donc, vous associez des maps, des listes, vous allez passer du processing, donc vous récupérez des données, vous en faites une map, vraiment la clé valeur. À partir de ça, vous allez
organiser la donnée, la traiter pour faire des opérations de calcul, avoir un résultat qui est une nouvelle map. Et vous pouvez enchaîner ça autant de fois que vous voulez pour avoir un process qui va être beaucoup plus long. Et ça, c'est fortement distribué sur toutes les machines, qui s'appuie sur un stockage qui est aussi distribué et qui va essayer de faire les calculs le plus proche de la donnée. Le but, c'est pas de dire je vais écrire un process qui va gérer ça le plus rapidement possible. Évidemment, plus c'est rapide, plus vous aurez le résultat de façon rapide pour l'utilisateur. Mais le point qui est clé, c'est que je veux pouvoir le faire sur n'importe quel volume d'informations. Donc ça a été créé pour ça. C'est développé en quoi? En quoi tu développes pour faire ça? En fait, c'est déployé sur les clusters Hadoop, et c'est Java, Python. D'accord. Je pense qu'il y a des librairies au-dessus, mais c'est principalement Java et Python qui sont utilisés aujourd'hui autour de ça. Alors, aujourd'hui, il y a, en étant un peu provocateur, je dirais que MapReduce, c'est le COBOL du Big Data, c'est-à-dire que c'est historique. Il y a encore plein d'outils qui s'appuient dessus. Les Hive, les Pig, qui sont des moteurs SQL ou de requêtes au-dessus, qui en fait envoient du processing de données en MapReduce. Mais en tant que développeur, moi, par exemple, j'ai toujours refusé de faire du MapReduce. J'ai trouvé que c'était trop lourd à développer, très lourd à déployer, à débugger. Et ce qui, aujourd'hui, de plus en plus de développements autour du processing distribué vont s'appuyer sur Spark. Pour plein de raisons. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus léger à mettre en place. Ça, c'est généralement plus rapide. C'est-à-dire que sur 90% des use cases, Spark va être plus rapide que MapReduce. Une des raisons, c'est que les états intermédiaires sont stockés en mémoire et c'est des tout petits états. Ça va optimiser le stockage des états intermédiaires pour pouvoir recalculer, réutiliser ces informations. Vous voyez ça comme système de cache. Le but n'étant pas de faire un talk sur chacune des technologies. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la librairie qu'on va utiliser le plus pour beaucoup de processing d'informations. Et pareil, c'est développé en Scala, et vous allez pouvoir développer en Java, en Scala, en Python, donc le processing que vous allez utiliser. Et en interne, ça utilise le même concept. MapReduce n'est pas un produit, même si dans Hadoop, il y a du MapReduce. MapReduce est un modèle de programmation qui est fait, je ne partage rien, je distribue le processing, je traite. Spark va avoir cette même approche. De toute façon, quand vous commencez à faire des lambda ou du Scala ou du langage fonctionnel, vous voyez ce système MapReduce, un peu fluent sur la façon de gérer l'information. Ce qui fait la force en fait aussi de Spark, c'est que dès le début, ou très rapidement, ils ont enrichi avec des librairies d'assez haut niveau pour faciliter le travail. L'une des parties, c'est que je vais pouvoir faire du SQL ou presque du SQL pour pouvoir interroger l'information. Et là, ça va utiliser Spark en interne pour pouvoir distribuer et traiter la donnée. Une partie que je réexpliquerai un petit peu en détail, qui est le stream de données, qui va être la capacité, au fur et à mesure où je reçois la donnée, je la traite pour faire de l'enrichissement, pour tester quelque chose, gérer une alerte, etc. Des librairies. Alors pour les vrais data scientists, en tout cas les vrais programmeurs de machine learning, ils vont dire des librairies légères autour du machine learning. C'est-à-dire que les gens qui font des choses très très compliquées vont rester sur du Maout. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu Apache Maout, qui est le côté historique sur le machine learning, qui contient beaucoup plus de librairies et beaucoup plus de fonctionnalités. Par rapport à mon niveau en tant que data scientist, ça me suffit bien plus que ce que j'ai besoin. Le concept étant d'avoir différentes librairies, différents algorithmes qui sont disponibles pour pouvoir écrire une plateforme assez basique de recommandation ou de prédiction ou de choses comme ça. Et la partie analyse graph, plus des outils. Et le point qui est important, c'est que dans le monde Hadoop, tout ce que vous faites doit tourner sur un système qui est distribué. C'est-à-dire que si vous avez un cluster Hadoop d'un nœud, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon dans votre analyse. Assez rapidement, on va arriver à 5, 10, 12, 15, 20 nœuds, 500 nœuds, 1000 nœuds, et on veut pouvoir distribuer le processing. Et donc, dans la plateforme Spark, vous voyez en bas, vous allez avoir Mesos ou Yarn. C'est-à-dire qu'on peut faire tourner Spark tout seul. Mais quand vous commencez à vouloir déployer plusieurs nœuds, il faut avoir quelque chose qui va être capable de gérer les ressources, organiser le travail entre les différents nœuds. Donc ça va être le Mesos ou le Yarn, qui sont des plateformes de gestion.
Yarn, ça va être Yet Another Resource Negotiator, donc un outil de gestion de ressources distribuées, qui est le cœur de Hadoop. Et donc voilà, puissance de Spark, ça va être cette capacité à distribuer le processing, un modèle de développement qui est relativement simple et qui va vous permettre d'enrichir autant de données que vous voulez sur les différents stockages. Alors chez Elasticsearch, une fois qu'on a indexé une donnée, en fait, elle est indexée pour toujours et finalement, on ne peut pas l'enrichir vraiment, fondamentalement. Elle est là. Toutefois, on a développé un projet qui n'est pas open source, c'est un projet commercial, c'est un plugin commercial. Ouh. Qui permet... j'ai entendu parler de projets non open source ici, donc c'est bon. D'ailleurs, ma peur, c'est... Ouais, non, rien. Ce projet-là va permettre, en tant que plugin, d'enregistrer ce qu'on appelle des alertes ou des watch dans Elasticsearch. Donc, comment on fait? En fait, on définit, c'est une sorte de cron qui va tourner ici, par exemple, toutes les minutes. Toutes les minutes, on va exécuter une tâche, une requête dans Elasticsearch. Cette requête, elle est définie ici sous le body. Donc là, je veux regarder... alors je travaille sur des données qui viennent de Marvel. C'est le cluster de monitoring d'Elasticsearch et les données de monitoring d'Elasticsearch lui-même. Je veux exécuter une requête qui est entre maintenant et il y a 2 minutes. Je veux voir mes données donc sur 2 minutes. Je veux récupérer certains statuts de mon cluster, red, green et yellow. Et puis, je veux faire un calcul d'agrégation. Et ce calcul d'agrégation va me donner la distribution de mes résultats sur mes 2 minutes. Il va couper ça par 5 secondes. Donc il va vous faire 12 tranches, en gros, c'est sur la dernière minute, il va vous faire 12 tranches de 5 secondes. Et sur le résultat de chacune de ces tranches, chacun de ces buckets, il va vous calculer quels sont les statuts qu'on a vus au cours de cette plage de 5 secondes. Donc il va y avoir peut-être du red, bon pas bien, du yellow ou du green. Ou un ensemble. Sur 5 secondes, on peut avoir vu 2 statuts différents, par exemple. Donc ça, c'est la partie, j'exécute une requête. Et ce que va faire Watcher, c'est qu'en fait, il va rajouter une condition, il va rajouter un script. Alors, je ne vais pas vous détailler le script là, mais ce que ça fait globalement, c'est que ça dit, si sur ces 12 buckets, je n'ai vu que du red successivement, j'ai jamais vu du green intermédiaire ou du yellow intermédiaire, à ce moment-là, je veux déclencher quelque chose. Et là, typiquement, je veux déclencher une alerte. Je veux envoyer un email à quelqu'un pour dire attention, mon cluster est down, est red depuis plus de 60 secondes, continue. Donc, j'ai envie de faire quelque chose. Alors, pourquoi je parle de ça? C'est qu'en fait, Elasticsearch, il va stocker du coup le résultat de cette analyse dans un index Elasticsearch lui-même. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir requêter cet index qu'on vient de générer. Donc vous allez pouvoir auto-alimenter Elasticsearch par lui-même et finalement enrichir Elasticsearch. Donc faire par exemple peut-être du time series avec ça, si vous voulez faire de l'analyse sur du temps. Donc c'est une façon qu'on a aujourd'hui, nous, de faire de l'enrichissement de nos données par Elasticsearch via ce plugin commercial. Après, vous pouvez imaginer d'autres solutions en lisant avec Logstash et en refaisant d'autres choses, mais globalement, ça c'est une approche assez simple pour le faire. Je te laisse. Donc là, on a vu différentes approches. On voit Elastic et Spark, par exemple. Une autre partie on est dans des technologies qui bougent tout le temps. Et moi, je vois actuellement émerger. Alors après, c'est la caisse d'épargne. Ouais. Il y a Apache Flink, par exemple, qui propose de faire également du processing, du streaming de données très rapidement, etc. Et ce qui est important quand vous regardez le volume d'informations, le type de traitement, c'est de rester très ouvert sur les stacks que vous pouvez utiliser. Essayez de toujours vous informer. Mélanger les technologies. Moi, j'ai une présentation qui s'appelait Fier d'être polyglotte. C'est très, très important d'accepter de mélanger les technologies. À la fois de programmation, de traitement, de stockage, du cloud privé, du cloud public, des services en ligne directement. C'est rester ouvert. Là, j'ai pris celui-là parce que je me suis dit que pour ceux qui veulent commencer à regarder, vous avez Spark à regarder, vous avez Flink également, Elastic. Là, on a ingéré de l'information, stocké, enrichi. Et il y a une partie qui est clé quand on a fait tout ça, c'est qu'on peut construire l'application effectivement dessus. Il y a une partie qui est très très importante pour le métier, c'est toujours d'y accéder pour la regarder. Le côté purement, je veux requêter l'information. Typiquement, le côté, je veux faire de la découverte ou de l'analyse sur mes données. Et énormément de projets big data viennent
du côté data warehouse dans les entreprises. Parce qu'il y a une vue où on veut stocker. En fait, le principe magique, c'est on veut stocker tout et n'importe quoi, et à la fin, on va être capable de faire des requêtes sur tout et n'importe quoi de façon intelligente. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est ce qu'ils cherchent. Et donc, nous, on a stocké l'information, on est parti de l'opposé, parce qu'en fait, on pense que le point qui est important, c'est d'être capable déjà de bien récupérer l'information, de bien la stocker et de bien l'enrichir par rapport à un besoin métier, et non pas de dire on va stocker tout et n'importe quoi et par magie, on va tout vous donner. Mais malgré tout, ce besoin de pouvoir requêter est très important. Et dans le monde Hadoop, le langage de requête, c'est SQL. Moi, j'avais quitté, je faisais du NoSQL depuis quelques années, là, et maintenant, je fais du SQL sur du NoSQL. Mais bon, c'est très bien. La difficulté, en fait, pour ça, c'est que vous stockez des données, ou vous organisez des données qui sont complètement hétérogènes. Vous avez d'un côté, si on va rester dans le milieu Hadoop, on verra après pour la partie plus avancée sur les index élastiques. Mais vous stockez du CSV d'un côté, vous avez une base HBase que vous avez utilisée, vous avez du parquet, vous avez du Hive avec des métadonnées, donc vous avez des documents qui sont enrichis avec des métadonnées. Et vous les avez organisés pour être optimisés pour des requêtes, justement. Alors quel langage je vais utiliser ? C'est pour ça que pour rendre le travail le plus simple possible pour les analystes, c'est d'avoir pris SQL. Alors il y a d'autres façons, hein. Vous avez pu entendre parler de Pig, par exemple, qui est un langage de requête et de traitement d'informations. Mais le problème, c'est que Pig, c'est connu par les gens qui font du Hadoop. Et les outils de DataVis sur Pig, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Je n'ai pas cherché à regarder s'il y en avait. Par contre, des outils de DataVis sur SQL, il y en a énormément, et surtout, toutes les entreprises en ont. Alors ça peut être un Jasper Report, ça peut être un tableau, un ClickView, un Business Object, le SAP, le nouveau Business Object, SAP Lumiera, ou des choses comme ça. En fait, l'idée du SQL sur Hadoop, c'est d'exposer simplement toutes les données. Vous écrivez du SQL, qui peut être plus ou moins enrichi en fonction des données. Si on prend l'exemple tout bête, si je veux faire une requête sur un document, une requête SQL sur un document JSON, et ce document JSON a une liste à l'intérieur des attributs et des sous-documents. SQL, il ne sait pas traiter ça. Le SQL standard ne sait pas traiter. Par contre, les outils, par exemple, comme Drill, vont être capables d'étendre et de comprendre ça en ayant rajouté des fonctions dans le SQL pour générer des clés-valeurs ou pour agréger des informations. Et là, le point qui est clé quand vous regardez cette partie-là, j'ai mis les 3 grosses technologies qui sont aujourd'hui les plus utilisées autour du SQL sur Hadoop: Drill, Hive et Impala. Je vous invite à regarder dans cet ordre-là, quand vous avez besoin d'exposer vos informations qui viennent de votre système de fichiers distribués, de vos bases NoSQL. Et le point qui est important là, ça va être la richesse du langage, la compatibilité du langage qui va vous permettre d'exposer par JDBC, ODBC aux outils qui vont consommer ça. Et également, un point qui est clé, c'est tout le côté un peu, on va appeler ça la gouvernance de données, mais qui est la sécurité sur les données. Si vous donnez accès en SQL à vos analystes et que vous stockez toute l'information de l'entreprise, ils peuvent trouver les informations sur le salaire de tout le monde ou quel client, etc. C'est de l'open data, c'est pas grave, c'est open. Bon. Alors justement, c'est dans la partie qui est importante sur la partie traitement de l'information, c'est comment je vais avoir la capacité à utiliser des couches de sécurité et des choses comme ça. Plus ça sera près sur cette slide de la partie gauche, plus la sécurité est proche de l'information, cette capacité à poser la sécurité sur une colonne dans une table et non pas sur le programme Java qui va consommer, ça va avoir un impact complètement différent. Et toi, comment tu requêtes les données? Parce que tu nous fais des beaux index qui peuvent tout faire, mais... Alors pourquoi d'abord on requêterait avec un autre outil et pourquoi on utiliserait un moteur de recherche finalement pour chercher? Basiquement, quand on exécute une requête SQL, ça répond à une question: est-ce que ça match ou pas quelque chose? Avec un moteur de recherche, ça va être un petit peu plus fin que ça, c'est que ça match plus ou moins quelque chose. Et ça, c'est super important. On introduit dans les moteurs de recherche une notion de pertinence. Là, par exemple, j'ai indexé une base de films et je veux faire des recherches sur le film. Je veux dire, je veux trouver
tous les films dont le titre a Superman, qui sont du type du genre action, mais qui ne sont pas du genre animation. Alors ça, on sait très facilement le faire en SQL, c'est vraiment pas un souci. Là où ça se corse un petit peu, c'est qu'on dit « ce serait bien », en SQL c'est dur ça, si l'année de sortie de ce film c'était entre 1980 et 1990. Ça veut dire quoi, ce serait bien? Ça veut dire que ça ne rend pas obligatoire le critère, mais juste que si on tombe sur ce cas-là, bah, il faut le remonter en haut de la liste. Ça veut dire ça. C'est MySQL, ça, ce serait bien que ça marche. Ce serait bien que ça marche. Typiquement, dans le résultat d'Elasticsearch, vous allez avoir quelque chose comme ça. Vous allez avoir un premier film qui contient Superman, ici Superman 3, qui est bien action et qui n'a pas animation, et qui est en 1983. Mais il va aussi vous ramener un film qui est Superman aussi, pareil, action, pas animation, mais qui est en 2006. Il vous le ramène quand même. Comment je sais qu'il est... Parce que qu'il est mieux. Malgré tout, c'est le premier qui m'intéresse plus que l'autre. Alors en fait, Elasticsearch calcule un score. Et ce score, vous voyez, il est plus élevé dans le premier cas que dans le second. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la clause qu'on a rajoutée ici, ce serait bien, a simplement augmenté le score final. Et par défaut, Elasticsearch y ramène des résultats triés par score, donc par pertinence. Donc ça va rajouter de la pertinence, en plus des fonctions d'analyse de texte, de la recherche floue sur du texte, voilà, des choses qui sont évidemment faites pour ça. Ça, c'est un bon complément, je pense, de ce qu'on a vu jusqu'à présent dans la galaxie SQL. Et ce qui est vrai là, globalement, sur le côté Big Data, intégration de l'information, si vous voyez par rapport à votre application aujourd'hui qui traite de l'information de gestion classique, ça c'est aussi valable et intéressant d'intégrer ce moteur et ce type de requête à vos applis. De pouvoir directement requêter sur quelque chose d'un peu plus riche et flou. Alors au niveau visualisation, aujourd'hui on n'a pas de solution pour plugger des outils BI classiques qui font des requêtes SQL sur Elasticsearch. Peut-être que ça viendra un jour, mais pour l'instant on n'en est pas là. Donc nous on a notre propre outil de visualisation, pour ceux qui le connaissent, ça s'appelle Kibana. Ça ressemble à ça. Là j'ai fait à peu près la même requête, sauf que j'ai oublié l'histoire du ce serait bien. Parce que je ne sais pas le plugger dans Kibana, ce truc-là. Qu'importe. Je cherche le mot Superman quelque part, j'enlève avec un filtre tout ce qui est animation, mais je veux rajouter tout ce qui est action. Et puis là, je fabrique un dashboard à la demande en fonction de mon besoin, et ça va me permettre de naviguer dans mes données, de comprendre quel est mon dataset et qu'est-ce que je viens d'indexer. Rappelez-vous que tout ça arrive en temps réel par notre système de streaming, là, dont on parlait tout à l'heure. Et donc ça veut dire que ces requêtes, je vais pouvoir les exécuter sur mes données live. De même, je vais pouvoir construire ces dashboards dynamiquement en fonction de mon besoin. Donc on n'a pas toujours le même besoin suivant les équipes. Donc on va pouvoir ajuster ça. Là, en fait, on vous a décrit plein de technologies, plein d'approches en termes d'architecture globale. La façon dont on a commencé à discuter de ça avec David, c'était que on voulait vous montrer une application de A à Z, et notamment en s'appuyant sur une plateforme de recommandation pour montrer ça. On s'est dit d'abord, on va expliquer comment on fait un projet. Lors d'une prochaine présentation, on pourra détailler ce que je vais vous montrer là. C'est qu'on va mélanger plein de technologies pour pouvoir, par exemple, faire un site web où on va avoir de la recommandation. Et ce site web, ça va être un site web qui gère des films et pouvoir recommander des films lorsqu'un utilisateur va regarder Superman, qu'on lui présente les autres films Superman. Ça, c'est relativement simple, parce qu'à la rigueur, on fait sur le nom. Mais si on veut savoir que tel utilisateur a aimé également tel film d'action, etc., ça devient plus compliqué. Alors, comment on traite ça? On va, d'un point de vue utilisateur, on va dire, c'est transparent, mais en tâche de fond, il se passe plein de choses. Déjà, il faut récupérer l'ensemble des films. Dans votre système d'information, ça peut être l'ensemble de vos clients, mais si vous voulez faire un site web sur l'ensemble des films, ce n'est pas vous qui allez rentrer les films un par un. Vous trouvez une source de données qui les contient. Le côté Open Data, quand tu rigolais autour de Open Data, il existe aujourd'hui pas mal de librairies, payantes ou pas. Là, il y a Movielands, par exemple, qui présente cette base de données. Donc, si on a besoin de récupérer ces informations, il faut qu'elles soient à jour. Donc, il faut non seulement que je puisse récupérer les informations et de façon régulière vérifier qu'elles sont à jour. Mais je ne peux pas m'amuser à savoir, c'est un système externe, donc là, je ne vais pas pouvoir faire de streaming. Sauf si peut-être il y a un abonnement, mais on va supposer que non. Là, ce qui va se passer, toutes les nuits ou toutes les semaines, je vais exécuter une requête qui va télécharger un gros zip de plusieurs centaines de mégas. Et donc là, on va pouvoir utiliser Flux, mais on pourrait utiliser également Logstash pour faire ça.
ça va stocker ce fichier, le dézipper et automatiquement l'envoyer dans des espaces de stockage. Et là, il y a deux options. En tout cas, on a choisi 2 options pour cette application. L'une, c'est de transformer chaque ligne CSV en JSON et le stocker, la description du film, donc le titre, l'année de sortie, les catégories, etc., sous format JSON dans Elasticsearch pour que ce soit indexé, mais également de stocker ce fichier tel que zippé ou pas, ou optimisé, dans le file system. Comme ça, si j'ai besoin de faire des opérations dessus, qui sont propres à l'analyse de données, typiquement du SQL pour dire compte-moi le nombre de films d'action que j'ai dans ma base de données, on peut le faire directement à partir de ça. Donc là, vous imaginez, on a dans Elasticsearch la base de données des films, l'application web, ça vous savez faire, hein, c'est relativement simple. L'autre partie va être, je veux pouvoir faire de la recommandation. Et bien dans ce cas-là, il faut déjà que tu captures la donnée de tes utilisateurs en fait pour ça. Ouais. Et vous avez 2 façons de le faire. C'est soit j'écris dans une base de données, j'importe et je transforme toutes les nuits, ou alors simplement dans mon application, j'envoie directement dans une queue. Dès que j'ai un événement qui dit j'ai voté pour tel film, et ou alors j'ai regardé la page du film. Parce qu'en fait, quand vous allez commencer à voir votre site web, combien d'utilisateurs auront voté pour votre film? Aucun. Par contre, des gens vont surfer et vous allez voir que les gens qui partent du film de Spider-Man ont fait une recherche, ils sont allés à Superman, etc. Ça peut être intéressant. Donc je vais stocker également, par exemple, des informations sur le comportement de l'utilisateur. Et ça, je vais le stocker soit dans une base je vais l'envoyer sur un message. Kafka va le prendre en compte et je vais le stocker à 2 endroits. Une dans une base de données orientée un peu time series, donc Edgebase, et dans le système de fichiers. Et là, je commence à avoir plein d'informations qui vont s'enrichir. Et c'est là où je vais avoir besoin de mon vrai data processing. Oui, parce que du coup, ton information, elle est brute. Là, elle est brute, ça va être l'utilisateur 1, 2, 3 sur le film 1, 4, 5 a voté 4.5. C'est super pratique, ça. Et le principe d'après, c'est d'avoir donc justement la phase de machine learning et de recommandation. C'est là où il faut être largement plus intelligent que je ne le suis. C'est de commencer à comprendre la donnée, un résultat. Le résultat, ça va être de dire pour un film, je veux pouvoir retrouver les films qui sont un peu équivalents en se basant sur le profil, les différents votes de toutes les personnes. Et là, c'est un métier à part entière, le fameux métier de data scientist, qui va être capable de choisir les bons algorithmes pour trouver. Mais si on prend tout bêtement ce que ça veut dire en utilisant le vote, vous avez un utilisateur et j'ai 100 films dans ma base de données. Cet utilisateur a voté sur tel film, tel film, tel film, tel film, tel film, tel film. Par exemple, sur 70 films. Moi, j'ai voté, l'autre utilisateur a voté sur 80 films, et sur ces 80 films, vous en avez 65 qui sont à peu près équivalents. Quand vous comparez ces 2 vecteurs, vous pouvez voir qu'ils sont à peu près identiques, et potentiellement, les films qui ne sont pas dans mon profil et qui sont dans l'autre, ça vaut le coup de les recommander. Et en fait, les plateformes de machine learning, les algorithmes de machine learning, c'est ce que ça fait. Ça vous aide à manipuler toutes ces informations. Après, il y en a plein. Ça peut être ce sont des sujets à part entière de présentation. Pour ceux qui auront des FEST à Nantes, en parallèle, il y a des conférences sur le machine learning. Mais vous allez utiliser Spark, vous allez utiliser Maout pour calculer ça. Et après après, en fait, on va pouvoir pousser cette information et mettre à jour nos films avec justement ces recommandations qui ont été calculées avec Spark ou Maout. Et donc, c'est ce qu'on fera ici. On va les repousser dans Elasticsearch pour les mettre à jour. Et notre site web, finalement, il va pouvoir utiliser ce moteur de recherche performant pour proposer ces recommandations aux utilisateurs. Dès qu'ils regardent une fiche de film, on va pouvoir voir quelles sont les autres recommandations qu'on peut proposer à l'utilisateur, en fait. Et globalement, dans cette architecture, ce qui est intéressant, il y a ce process où il y a plusieurs phases et plusieurs technologies. Et là, nulle part, on a utilisé une base avec un schéma qui n'est pas flexible. Elasticsearch pour tout ce qui est JSON, Edgebase pour le côté un peu time series sur l'analyse sur le web, des fichiers tout simples. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on peut enrichir cette partie-là. C'est-à-dire qu'en plus des votes et du rating, on pourrait imaginer, en fonction des commentaires, est-ce qu'un commentaire va être analysé pour être positif ou négatif ? Donc, le poids que ça va avoir sur la recommandation peut être plus ou moins importante. Et on veut pouvoir faire ça en live, sans avoir besoin de faire un alter table, de poser des transactions sur une base de données. Ça doit être fait le plus... Je ne vais pas dire le rapidement possible, parce qu'évidemment, on ne va pas s'amuser à changer le schéma toutes les 15 minutes.
Mais si la base de données ne freine pas cette partie-là, c'est très intéressant. Donc là, finalement, ce que tu voulais nous dire au début de ta présentation, avant que je vienne d'ailleurs, c'était il faut choisir le bon outil, mais en fonction du besoin. Et c'est pour répondre à un besoin d'un projet, c'est pas nécessairement un outil qu'on va choisir, mais un ensemble d'outils qui vont être cohérents et répondre aux exigences qu'on a. C'est ça ? Exactement. Et quel type d'outils on devrait utiliser du coup en conclusion ? JPA. Tu vois ? Et CDI aussi. CDI, je pense que c'est important aussi. C'est bon ? Donc quel type d'outils ? Donc si on regarde sur... ce qui est important, c'est on a commencé par, si c'est possible, utiliser plutôt des streams. Donc Kafka ou Logstash en fonction de vos besoins. Et j'ai bien dit si c'est possible, parce que si on prend l'exemple tout à l'heure d'importer la base de données des films, on ne peut pas le faire en live. On est obligé d'avoir plus ou moins une forme de batch. Des personnes vont parler de micro-batch, entre guillemets, mais ça restera des choses où on récupère des petits morceaux d'information. Si on veut traiter l'information, je dirais qu'aujourd'hui, Spark est vraiment la chose qu'il faut regarder. Parce que si vous voulez passer du temps sur tout, vous n'allez jamais rien faire. À la fin, il faut quand même produire. Sur la partie SQL, Drill, moi je trouve ça très intéressant. C'est une communauté Apache très active et qui, à la différence de Impala ou de Hive, va vous permettre également de requêter et de faire de la fédération. Vous allez pouvoir faire une requête SQL qui pointe sur un fichier CSV dans votre Hadoop, sur un fichier Parquet dans un autre cluster Hadoop, dans une base de données relationnelle et dans Mongo, et faire une jointure entre tout ça. Alors comment ça marche pour que ce soit optimisé ? C'est de la force brute, c'est-à-dire qu'il faut mettre des serveurs en parallèle. D'accord ? Mais ça marche très bien. Si on veut faire des requêtes un peu plus riches, justement, évidemment, Elasticsearch, agrégation, recherche full text dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour la visualisation, c'est pareil, on a parlé de Kibana, mais il y a donc un autre outil type Zeppelin, ça ? Apache Zeppelin, en fait, c'est un outil qui vous permet d'écrire en fait des petits, ce qu'on appelle un notebook, des morceaux de requête ou des morceaux de code en Scala, Spark, qui vont permettre de requêter et de faire de la data viz. Alors, ce n'est pas aussi intuitif qu'un Elastic, mais c'est assez utilisé, notamment pour la partie data viz assez technique. Ouais. Pour un mec du marketing, faire du Scala, c'est peut-être dur en fait. On peut, ça serait bien si tous les gens du marketing faisaient du Scala. Est-ce que vous avez des questions, des sujets que vous voudriez voir abordés par la suite ? N'hésitez pas. Excuse-moi d'avoir hacké ta conférence. J'étais obligé de le faire parce qu'en plus on est sponsor, donc si tu ne parles pas d'Elasticsearch, je veux dire, je suis un petit peu gêné. Donc c'était obligé de le faire. Le point qui est important, c'est de prendre, vous voyez l'architecture globale du truc. C'est ça qui est clé. Question ? Non ? La question c'est la question c'est Mapper est une des distributions Hadoop. Certaines distributions intègrent des moteurs d'indexation directement dans la solution, notamment Solar. En fait, dans Mapper, on n'a pas on a la possibilité d'intégrer les deux. C'est pas installé par défaut, mais quelqu'un qui a besoin de faire l'exemple du cluster sur la recommandation, il y a juste à installer par-dessus. Et c'est configuré et géré par le cluster mapper de la même façon. Et une des particularités, c'est que tu peux indexer la base MapperDB, demander automatiquement, dès qu'il y a une insertion, un update sur tes enregistrements qui sont dans MapperDB, l'indexer dans Elasticsearch. Donc oui, les deux sont intégrés. Ouais. On avait choisi jusqu'à cette année Solar, et avec la richesse fonctionnelle d'Elastic, c'est Elastic maintenant qui a pris le pouvoir, en tout cas dans ce monde-là, chez nous. Je crois qu'il est 15h. Merci. Merci.